Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Pourquoi il me dit toujours « je ne sais pas ce que je fais ici ». Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Toujours la même question. Je vais à la cave chercher un litre de lait, puis je reviens avec autre chose. Je redescends une deuxième fois, je suis capable d'oublier de nouveau une deuxième fois. Les rôles se sont inversés, voilà. Ce qu'elle nous faisait il y a 4-5 ans en arrière, maintenant c'est nous qu'on doit prendre un peu ce relais. Donc la mémoire sémantique, c'est savoir que. Par exemple, savoir qu'un éléphant c'est grand, une souris c'est petit. Si on vous montre un ensemble d'images, vous pouvez dire que c'est des outils. Si on vous montre un ensemble d'images parmi d'autres, vous pouvez dire que celui-là ne va pas avec les autres. La mémoire évolue, elle se transforme. Elle peut aussi connaître des faiblesses, surtout en vieillissant. Et puisque l'on vit de plus en plus vieux, les cas de démence, d'Alzheimer ou les troubles cognitifs sont de plus en plus nombreux. Alors quels sont les processus qui font que l'on oublie certaines choses simples en vieillissant et comment faire pour retarder ces processus? L'antidote de ce soir parle de la mémoire de la personne âgée. Je vais aller voir les prévisions du temps. Marie-Thérèse Vicky a 88 ans. Elle réside au foyer Saint-Joseph de Sierre depuis une dizaine d'années. Elle aime le tricot, les mots croisés, les sudoku, la marche, le contact avec les autres. Sa mémoire ne lui a jusqu'à présent pas fait défaut. Comment vous trouvez votre mémoire? Fidèle. Je retiens bien, par exemple, des textes. Il n'y a pas longtemps, on faisait des théâtres très bien, hein, c'était même très difficile. Alors les gens venaient avec leurs textes et moi je savais, je ne venais pas avec mon texte. Vous avez des petits problèmes de mémoire quand même? Ah oui, immédiate alors. Hein. Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai posé ce livre-là. C'est parce qu'on pense à autre chose, quand on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Alors le pire, c'est quand j'ai bien rangé quelque chose, je ne sais plus. C'est mieux que ça traîne, je le retrouve. Comme Madame Vicky, on estime qu'il y a 80% des plus de 80 ans en Suisse qui auraient une mémoire fidèle. Selon des chiffres de l'association Alzheimer Suisse, 8% des 65 ans et plus souffriraient de la maladie d'Alzheimer. Un nombre important, mais qui montre de notre côté qu'il y a quand même une majorité de la population qui vieillit sans oublier son passé. Dans la maison de Blanche Vigo, la maladie s'est installée depuis environ 4 ans. Charlie a remarqué que sa femme avait des troubles de la mémoire. Elle oubliait des choses simples. Elle n'arrivait plus à faire les courses seule, par exemple. Ils ont donc consulté un spécialiste de la mémoire et Blanche a reçu le diagnostic de l'Alzheimer. Sa sœur qui vit chez elle et qui est plus âgée n'a, elle, rien du tout. Son mari aussi est en pleine forme. Il s'occupe désormais d'elle. Les rôles se sont donc inversés. C'est moi qui fais toutes les commissions depuis 2 ans. C'est une habitude. Avant, je ne savais rien. Ce qu'il fallait prendre, je ne change pas de magasin. Je vais toujours au petit supermarché qui est là. Maintenant, je sais où c'est tous les matins. Puis voilà. Puis après, puis des fois, on va manger assez souvent. Ils nous invitent 1 ou 2 jours par semaine des enfants. On va manger chez eux. Puis le reste du temps, on se débrouille. Une chose à faire, c'est de se résigner puis dire c'est comme ça. Puis c'est une maladie comme une autre, il n'y en a pas de bonne, puis il faudra faire avec ça. Puis par chance, je trouve que ça évolue pas trop vite. Vous avez des souvenirs de votre enfance? Quand tu courtisais les garçons. Oh, mais ça, c'était quand tu étais adolescente, pas quand tu étais... Donc, il doit être rappelé de ça, alors. J'ai pas bonne mémoire. T'as pas bonne mémoire. Non, t'as perdu. Avant, t'avais assez de mémoire. T'étais comme tout le monde. T'avais pas de mémoire d'éléphant, mais comme on dit, mais tu te rappelais assez maintenant. Non, il faut toujours répéter, même les choses quotidiennes. Il faut... Ils disent tout le temps, on t'a déjà dit,
Oui, puis quand... Et vous, ça vous embête d'avoir tous ces problèmes de mémoire? Il faut faire avec. Hein. Bon, tu t'adaptes. Mais tu veux faire quoi? Oui, il n'y a pas tant de choix. Il n'y a pas tant de choix. Tâche de lutter un peu, mais je ne peux pas refaire, moi. Tout au début, dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire de travail est un peu touchée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus entrer autant d'informations, il faut leur donner moins d'informations à la fois. Ensuite, c'est la mémoire des épisodes, c'est-à-dire que si vous parlez avec une personne qui a une maladie d'Alzheimer, vous lui racontez quelque chose, ou elle vous raconte quelque chose, 2 minutes plus tard, elle va redemander la même chose ou redire la même chose. Elle se répète, elle rabâche. Ça, c'est vraiment le signe le plus classique de la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, effectivement, les autres systèmes de la mémoire vont être aussi touchés. Pour mieux comprendre la mémoire en général, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire de travail, généralement la première à être touchée en vieillissant. C'est une mémoire à court terme qui nous permet de nous rappeler un chiffre, le temps de faire un calcul mental, qui nécessite qu'on se rappelle du début de la phrase pour comprendre la fin. Des informations que l'on va rapidement oublier. Dans la mémoire à long terme, il y a la mémoire explicite qui compose notre histoire. Elle comprend la mémoire épisodique, ce que j'ai vécu, à quelle heure, à quel endroit, avec qui. La mémoire des concepts. Un cheval est un cheval, un éléphant une trompe. La mémoire sémantique, ce qu'on a appris et qui est acquis. La culture générale, l'histoire par exemple. Il y a aussi la mémoire émotionnelle, celle qui fait qu'un élève retienne mieux l'information en classe s'il aime son professeur, ou au contraire s'il le déteste. Et puis il y a la mémoire implicite. On sait automatiquement qu'un serpent est dangereux quand on le voit. Et une fois que l'on a appris à faire du vélo, on ne se pose plus de questions. Une patiente qui a une maladie d'Alzheimer, vous lui serrez la main, c'est l'exemple de Claparède, vous lui faites mal, vous la revoyez 2 semaines plus tard, elle ne vous reconnaît absolument pas. Si un autre lui donne la main, elle va lui donner la main aussi, mais si vous lui donnez la main, elle ne va pas lui donner la main parce qu'elle se rappelle de façon implicite que ça lui a fait mal quand elle vous a serré la main. Dans le cas d'Alzheimer, c'est la mémoire explicite qui part d'abord les épisodes récents, ensuite les épisodes plus anciens qui vont être touchés, et puis tout à la fin aussi la mémoire des concepts, la mémoire sémantique. À côté de l'Alzheimer, il y a plusieurs autres maladies qui affectent la mémoire. L'exemple de Michel Ebiner est étonnant. Il a vécu 2 épisodes d'amnésie globale transitoire, un état causé par le stress, le chaud-froid ou simplement l'effort. Un matin comme un autre, il part de bonne heure aux champignons, il se rappelle avoir fermé les volets, et puis plus rien du tout, jusqu'au soir. Un trou de mémoire d'une journée s'est inscrit dans sa vie. 9h30, j'ai reçu le téléphone comme quoi il ne savait pas où il était. Il ne savait pas ce qu'il faisait. J'ai dit, mais tu m'as dit que tu allais aux champignons. Les champignons? Et puis c'est là que j'ai dit, tu es où? Alors il m'a passé justement une des petites cousines de Saint-Martin. Et qui a dit, écoute, il te faut venir en haut. Il parle toujours la même chose, il y a quelque chose de grave. Je me rappelle le matin quand je suis parti, j'ai fermé les volets, donc la chambre à coucher, tout. Là, je me rappelle, mais après plus rien. Jusqu'à 8h le soir, c'est comme si c'était rien passé. Ce qui est classique de ce genre de choses, c'est que la personne pose toujours les mêmes questions, on lui répond, mais elle oublie à mesure ce qu'on lui a dit, donc elle repose la même question. Ça donne une impression que le patient est confus. Il oublie à mesure, mais il peut parfaitement aller sur cet autre système de mémoire qui fonctionne tout à fait bien, qui est le pilotage automatique, c'est-à-dire les choses qu'il a apprises de façon répétitive, il va les faire de façon automatique. Donc il peut parfaitement s'arrêter au feu rouge, prendre le chemin correct dans une grande ville, s'il la connaît, ou dans un endroit connu, rentrer à la maison, se faire du café, tout à fait normalement, sauf qu'il répète toujours les mêmes questions. C'est très angoissant pour les gens qui vivent cet épisode. Ça va durer, en principe, entre 4 et 10 heures, mais ça peut aller jusqu'à 24 heures dans les cas les plus longs. Ce trouble ne provoque pas de séquelles. Il arrive souvent chez des personnes qui ont une forte pression, généralement après l'âge de 60 ans. C'est un trouble assez fréquent. Le neurologue Joseph Guica voit toutes les semaines des gens qui vivent ce type d'épisode amnésique.
Depuis cette histoire, Fernande Hébinaire est très inquiète pour son mari. Elle n'est jamais tranquille lorsqu'il quitte la maison seul. Ça va? Oui. Ça a été? Il neige ici. Blanche et Charlie Guigaud sont invités ce midi à manger chez leur fille Marilyn. Comme pour la majorité des gens atteints d'Alzheimer en Suisse, Blanche est à domicile et peut compter sur ses proches pour s'occuper d'elle. Mais tous affirment que ces pertes de mémoire ont modifié sa personnalité. C'est vrai, jamais. Ni de la volaille, ni du poulet. De toute votre vie, vous n'avez jamais mangé de viande? Végétarien, pas bien. Tu me posais la question si tu avais des souvenirs de jeunesse, tu pourrais dire, depuis ma prime jeunesse, je n'ai jamais mangé de viande. Pour nous, en tout cas, pour ses enfants, pour papa, nous, on trouve vraiment qu'il y a un immense changement. C'est plus maman qu'on avait. Si papa il serait pas à la maison en forme comme ça, maman, je pense que ce serait pas possible de la laisser toujours seule. Avant, c'était une femme nerveuse, active. Maintenant, elle se laisse vivre, puis elle a raison. Et puis voilà, puis on s'adapte à cette situation, les enfants, les beaux-fils, belles-filles, tout ça. Et puis moi aussi. On la laisse rarement des longs moments seuls ou bien à pas savoir. On sait que si papa une journée il est absent, on sait quoi, puis on passe ou on la prend chez nous. Bien. Le soutien des proches et le maintien à domicile peut freiner l'évolution de la maladie, mais cette approche n'est pas toujours possible. Quand c'est fini, ça donne. Merci. Merci. Au Home Saint-Joseph, 2/3 des résidents souffrent de troubles de mémoire. Lucienne Darbelé-Fumeau est responsable des unités de soins adaptés. Elle a travaillé ici pour créer un espace calme et sécurisé pour les personnes désorientées. Alors déjà, ça doit être un endroit accueillant. On sait que les gens qui développent des troubles cognitifs ont souvent tendance à marcher, à chercher quelque chose, à se déplacer, à déambuler. On constate que souvent les gens ne se souviennent plus de ce qui va arriver, ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé le jour même ou les jours précédents, mais se souviennent très bien de ce qu'ils faisaient à 40 ans, ou se souviennent très bien d'événements qui sont arrivés quand ils avaient 20 ans. Et puis après, c'est fluctuant aussi au cours de la journée. Souvent, le matin, les gens ont une meilleure mémoire que le soir. Puis, il y a tout l'environnement. Si on est dans un environnement tranquille, paisible, la mémoire va mieux que si les gens sont stressés. Ça, c'est pareil que pour nous. Si on est en bonne condition, on se remémore mieux les choses. Puis après, il y a toutes les aides. Un album, une photo, la visite d'un enfant, tout ce qui peut arriver autour, tous les objets qu'on peut avoir et qui aident la mémoire. Rosa, tu peux me faire le dessin du bouton? Et pour les résidents qui ont une meilleure mémoire, comme Madame Vicky, il n'y a généralement pas de mal à partager son lieu de vie avec des gens qui ont des troubles de la mémoire. Vous voyez pas ça? Juste caresser un petit peu, juste gentiment comme ça, avec votre éponge. Ça prend forme, ça va très bien. Au début, j'étais très impressionnée, et puis ça m'attristait. Et puis maintenant, je me dis, ça ou des rhumatismes, ou bien crise cardiaque. Ici, c'est la dernière étape. Et on va vraiment tricher. J'ai peur de perdre la raison, de ne plus être moi-même, oui. Et que d'autres décident tout pour moi. Ça. Mais comme ils me disent, la personne malade ne s'en aperçoit pas. C'est l'entourage qui souffre. Il y a même des personnes qui ont honte d'avoir leur maman comme ça. Il n'y a pas de honte. On peut vivre encore de beaux instants, de beaux moments d'émotion parce que le cœur n'est pas touché par la maladie. L'affectivité est toujours là. Donc il y a de la tristesse, il peut y avoir des grands moments de plaisir, de partage qui remplissent le cœur de la personne et qui nous font avancer parce qu'on voit le bonheur qu'il y a dans le regard de l'autre malgré la dureté de la maladie. Oui, bien sûr, on peut avoir de beaux moments et c'est là-dessus qu'on travaille, sur ces beaux moments-là. Comment leur offrir encore ces beaux moments jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas malheureuse? Non, pas malheureuse. Bien accompagnée, bien entourée. Je ne vais pas me plaindre.
Le témoignage de Blanche Guigaud nous montre que l'oubli n'est pas nécessairement négatif. Il est souvent plus difficile à accepter pour les proches qui souffrent de voir leur mère ou leur père changer, qui s'inquiètent sans arrêt pour leur conjoint. Mais il faut savoir qu'il est possible d'être heureux, même en oubliant. Et même si le nombre de personnes atteintes de l'Alzheimer est en augmentation, il y a quand même une grande majorité de personnes âgées qui vivent avec une mémoire fidèle. Aux universités de Genève, nous rencontrons Martial van der Linden, professeur de psychologie clinique qui s'intéresse de près à la mémoire. Oui, entrez. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à Genève. Merci bien. Sur son blog, il dénonce le mythe de l'Alzheimer. Son point de vue dérange dans le monde médical, mais il gagne du terrain. Il œuvre aux côtés de sa femme qui a fondé une fondation pour casser les stéréotypes et les préjugés concernant les aînés. Professeur van der Linden, vous êtes responsable des unités de psychopathologie et de neuropsychologie aux universités de Genève. Qu'est-ce qui fait qu'on soit inégal face au vieillissement de notre cerveau? Le terme inégal est juste. Nous vieillissons tous, nos articulations vieillissent, la peau vieillit et le cerveau vieillit également. Et notre position, c'est qu'en fait, on vieillit plus ou moins bien au plan de la mémoire, du raisonnement, de l'attention, etc., pour de multiples facteurs, des facteurs biologiques, génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux, des facteurs psychologiques, de personnalité, des facteurs de nutrition, etc., de multiples facteurs qui interviennent tout au long de la vie. Vous défendez un point de vue qui est assez marginal concernant la maladie de l'Alzheimer. Qui est encore marginal, mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux à considérer qu'on ne peut plus défendre le modèle biomédical qui est dominant actuellement. Alors quel est ce modèle biomédical? C'est de décrire les problèmes de vieillissement en termes de maladies. Il y aurait des maladies spécifiques, différentes du vieillissement, et qui auraient une cause précise, spécifique, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Mais il y aurait d'autres types de démence, entre guillemets. Et nous pensons que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Que le cerveau vieillit, et que les problèmes cognitifs liés à ce vieillissement du cerveau vont être plus ou moins importants selon la contribution de toute une série de facteurs de risque. Et donc, en fait, quand on regarde la réalité actuellement des données scientifiques, on peut se demander est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques à cette maladie d'Alzheimer, prétendue maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de symptômes spécifiques, c'est-à-dire que les personnes elles peuvent avoir des problèmes au niveau de la mémoire, du raisonnement. Il y a une grande hétérogénéité, donc pas de critères cognitifs. Bon, deuxième chose, on pourrait se dire, tiens, mais dans le cerveau, il y a des signes précis. Bien, quand on regarde le cerveau de quelqu'un qui est décédé, qui a donné son cerveau à la science, et qu'on l'explore, ce cerveau, et s'il a reçu le diagnostic de démence, on voit qu'il y a toute une série d'anomalies. Des anomalies, des plaques séniles, des dégénérescences neurofibrillaires dont on dit qu'elles sont spécifiques de la maladie d'Alzheimer, mais aussi des problèmes vasculaires, de l'atrophie, etc. Quand on ouvre le cerveau d'une personne voilà, et puis on va avec découper, Alzheimer, il n'y a pas de facteur spécifique. Et plus grave encore, si vous prenez un cerveau de quelqu'un qui n'a pas eu le diagnostic, donc qui est resté relativement autonome, pour un grand nombre de personnes qui n'ont pas eu de diagnostic, on retrouve les mêmes anomalies. Mais le fait d'un autre côté de ne pas mettre d'étiquette, de ne pas avoir de nom sur une maladie, sur des symptômes assez importants, ça doit être difficile aussi à porter. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas annoncer un diagnostic différemment? En disant, oui, vous avez des difficultés. Bien sûr, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels vous avez des problèmes. Mais regardez un peu tout ce qui reste préservé. Puis s'il n'y a personne vous dit, est-ce que j'ai la maladie d'Alzheimer? On dit aussi, est-ce que j'ai l'Alzheimer? On leur dit, mais nous, on ne réfléchit pas comme ça. Tout le monde vieillit. Je vieillis, tout le monde vieillit et a des difficultés. Vous en avez un peu plus que d'autres, pour des raisons qui sont multiples. En Suisse, il existe une 50aine de centres de la mémoire. La tendance veut que leur nombre augmente. À Sierre, un nouveau centre a ouvert ses portes à la fin 2011.
décentré. Le docteur Bruchet reçoit les patients qui ont tendance à oublier et qui sont envoyés ici par leur généraliste. Je vais à la cave chercher un litre de lait, je reviens en haut avec autre chose. Je redescends une deuxième fois, je suis capable d'oublier de nouveau une deuxième fois. Cette dame passe d'abord un test de 30 questions pour évaluer sa mémoire. Je vais passer les petits tests que je viens de vous expliquer. Je vous laisse. On fait également ce qu'on appelle le test de la montre. On donne aux patients une feuille de papier sur laquelle se trouve un cercle et on lui demande de compléter ce cercle de manière à réaliser une horloge. On a des productions qui peuvent aller de la production tout à fait normale avec les 12 chiffres bien disposés. Et puis ensuite, on peut avoir différentes formes de perturbations avec très souvent une anomalie au niveau du cercle, des chiffres qui s'altèrent. Et puis petit à petit, les troubles peuvent être encore plus grands. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous reconnaissez sur ces photographies? Là, c'est Hitler. Là, c'est... Je sais plus. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Le médecin s'informe aussi sur le niveau de vie du patient, sur son histoire, son éducation. Il procède à un examen médical complet et lors d'une deuxième visite, le patient rencontre un neuropsychologue pour faire encore quelques tests plus poussés. Là, c'est Kadhafi. L'idée est de détecter certaines maladies de la mémoire. C'est très important lorsqu'on perçoit des signes d'affaiblissement des fonctions intellectuelles, des fonctions cognitives. C'est très important d'en parler à son médecin de famille. C'est important parce que, premièrement, il y a un petit pourcentage des maladies qui sont curables, traitables. Il y a des tumeurs, il y a parfois d'autres maladies infectieuses qui nécessitent un traitement curatif et qu'on peut guérir. Et puis, à côté de ça, il y a le gros des pathologies, celles qui surviennent chez les personnes âgées. Ce sont des pathologies qui ne sont pas directement curables, qu'on n'arrive pas à guérir définitivement, mais pour lesquelles on peut introduire un traitement qui a un effet favorable sur l'évolution. Le cas typique, c'est celui de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on peut mesurer lorsqu'on administre ces traitements, c'est un retardement de l'entrée dans un établissement médico-social. Et ça, c'est des traitements qui sont vraiment pas encore suffisamment efficaces. On voudrait qu'ils soient plus utiles et plus puissants que ce qu'ils sont, mais qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie. Aucun traitement à l'heure actuelle ne guérit la maladie d'Alzheimer, mais certains médicaments peuvent freiner son évolution. Le but d'une consultation est d'abord de pouvoir poser un diagnostic, d'avoir de l'information sur les traitements possibles, sur les répercussions, sur l'avenir du patient, sur les démarches à faire vis-à-vis des assurances. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est d'anticiper, de détecter les signes précoces pour pouvoir prendre en charge directement? Non, le mot d'ordre devrait plutôt être prévention, depuis le début de la vie, c'est-à-dire décrire aux personnes, à la population, qu'il y a un certain nombre de pratiques et de changements dans leur style de vie qui sont favorables à un meilleur vieillissement cognitif et cérébral. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver une mémoire vive le plus longtemps possible? Faire de l'activité physique régulière, avoir des activités cognitives stimulantes, s'engager dans la société, avoir des buts dans la vie. On sait que ça, c'est extrêmement important. Marcher régulièrement, alors je vais donner un chiffre, mais plus ou moins 9 km par semaine, eh bien, c'est très protecteur pour la mémoire. Il faut le savoir, et ça, ce n'est pas des stratégies sophistiquées. Être motivé, engagé, disait l'autre, engagez-vous dans des choses, dans des activités sociales, dans de l'aide aux personnes, on sait que c'est protecteur de la mémoire. Avoir le sentiment qu'on peut contrôler sa performance. Si on se dit, bon, c'est là, je ne peux rien faire, c'est comme ça, eh bien ça va s'accompagner aussi de performances moins bonnes. Faut-il faire attention aux médicaments qu'on prend? Ah, mais bien sûr. La consommation de médicaments dans les EMS est catastrophique. Et cette surconsommation, sur le plan cognitif, c'est absolument catastrophique. Par exemple, tous les médicaments, enfin, ou une grande partie des médicaments que les personnes prennent pour dormir,
peuvent avoir des effets délétères très importants, des effets négatifs, oui, bien sûr. Et alors qu'il y a plein de techniques non pharmacologiques pour mieux dormir. Les psychologues connaissent ça. Donc ça, vous avez parfaitement raison, c'est un point clé. Professeur van der Linden, merci beaucoup. Merci aussi, c'était bien agréable. Le point de vue de Martial van der Linden concernant la mémoire est nouveau dans le monde médical. Vivre la dégénérescence de notre cerveau comme étant un phénomène naturel, associé au vieillissement, n'est pas facile à accepter, surtout si notre voisin, lui, n'a rien du tout. Mais accoler l'étiquette de démence sur le front de nos proches, notre mère, notre mari, n'est pas non plus facile à vivre. Il faut savoir que les pertes de mémoire ne sont pas nécessairement associées à des troubles du comportement ou à des démences. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, vous pouvez consulter notre site internet ou notre page Facebook de l'Antidote. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.